vous faites bien de nous suivre. Vous nous suivez également en direct sur notre page YouTube ETélé Bénin. La chronique du soir, c'est maintenant avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, il y a quelques jours, nous parlions donc de la proclamation de la République du Darmo. C'était le 4 décembre 61 ans. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a le 6 décembre, nous nous rappelons d'un événement qui s'est passé il y a 30 ans exactement, le 6 et 7 décembre 1989. Il s'agissait de quoi concrètement? Oui, nous avions dit, Omiad, que nous allions apporter à nos téléspectateurs un certain nombre d'éclairages, d'explications, d'éléments sur un peu certains aspects de l'histoire politique de notre pays, parce que beaucoup égrènent certaines choses, font certaines affirmations, évoquent certaines situations, sans nécessairement savoir un peu la source et surtout les tenants et les aboutissants. Oui, effectivement, le 6 décembre 1989 au Bénin, le pays était toujours sous blocage social. C'était la crise sociale qui a démarré en janvier de la même année. Donc, on aurait traversé toute l'année pour aborder la dernière. Donc, en décembre 89, le pays était toujours en crise. Les écoles n'ont pas toujours réouvert. L'administration était paralysée. Les menaces du pouvoir révolutionnaire n'ont pu rien faire. Les mesures prises par le parti et l'État avec la nouvelle Assemblée nationale révolutionnaire, dont l'entrée au gouvernement des personnalités comme Robert Dossou, Amos Selegbe et autres, n'ont rien changé. Le pays, l'annonce de la conclusion d'un accord d'ajustement structurel, d'un programme d'ajustement structurel avec le FMI, la Banque mondiale non plus. Les gens voulaient du concret, il n'y avait pas les salaires. Depuis des mois et des mois, il y avait des décès, il y avait une crise sociale inédite, la banque ne pouvait rien faire, le système était bloqué, il fallait trouver de la liquidité, le pays était bloqué. Alors donc, le peuple attendait un sursaut du régime, et ce sursaut est venu les 6 et 7 décembre de 1989, lorsque les organes centraux du parti et de l'État, pour être plus concret, c'est le comité central du Parti de la Révolution, le bureau politique, le bureau politique du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc c'est l'organe vraiment, le saint des saints, comme on le dit, c'est un peu le... C'est quand même la plus haute instance. C'est la plus haute instance du pays, parce que le parti dirigeant l'État, c'était l'organe central, donc le bureau politique du Parti de la Révolution populaire du Bénin, le comité central de l'Assemblée nationale révolutionnaire, qui était le bureau, tout simplement, du Parlement, et le conseil exécutif national qui était le gouvernement. Donc, pour être plus concret, le parti, avec l'instance fêtière du parti, le bureau de l'Assemblée nationale et le gouvernement, donc pour être plus court, se sont retrouvés, donc le 6 décembre, pour des séances qui se sont déroulées tard jusqu'au 7 décembre. Et donc, au journal télévisé du 7 décembre, vous allez voir Pierre Shaw qui égrène donc les dispositions prises par les mesures. Et c'est quand même important donc de le noter que c'est ce 6 décembre, c'est 6-7 décembre que la constitution du 26 août 1977 a été rendue caduque par les organes centraux du parti eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une situation assez inédite, un peu comme la perestroïka et la glasnost, mais c'est que lui, Gorbatchev en 1985, en arrivant en Union soviétique, il a pu évoluer progressivement dans les transformations. Ici, il y a eu un changement brusque, c'est-à-dire que au niveau de la loi fondamentale, il est clair et évident que le parti dirigeait l'État, donc voilà, et là, l'une des décisions prises, c'est que le parti ne dirigeait plus l'État. Vous comprenez? Alors, la première décision, c'est que le président du comité central, le président du bureau politique du Parti de la Révolution populaire du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, convoquera au premier trimestre 1990 une conférence nationale des forces vives. Donc, je viens là-dessus parce que il faut que les gens comprennent d'où est partie cette conférence nationale, donc que tout le monde évoque aujourd'hui comme historique. Oui, elle fut vraiment historique parce qu'elle découlait d'un génie
d'un génie suite à une situation de blocage. Il fallait tout à fait, parce que vu ces événements malheureux, on pourrait le dire, parce que vous avez un peu cité, il fallait quand même aller à une rencontre qui pourrait déboucher sur de meilleurs auspices pour notre pays. Il fallait surtout trouver une porte de sortie. Disons que les gens ont imaginé tous les scénarios possibles. On a pensé au coup d'État, ça a tenté des tentatives de pas manquer. On a pensé à faire intervenir la France. Alors, en ce moment-là, l'ambassadeur de France, Guy-Marie Azaïs, à l'époque, elle venait, on l'a surnommé dans certains milieux, monsieur le gouverneur. Parce que, à un moment donné, on se demandait si c'était pas lui qui dirigeait le pays. Il allait au palais 1-2 fois par jour. Donc, il rencontrait le président Kérékou, il discutait beaucoup. Donc, oui, il fallait trouver une porte de sortie. Je pense que cette porte de sortie a été trouvée. J'ai écouté, j'ai eu l'honneur et la chance d'écouter Pierre Shaw, j'ai écouté Robert Dossou. Je pense que, oui, quand vous faites un peu le recul, je pense que tout ça est sorti un peu de tout le monde. Il y a les appels à organiser de larges débats nationaux, ceux qui demandaient que le régime abdique, et ceux qui demandaient qu'il s'ouvre, ceux qui demandaient donc, de toutes ces interventions, je pense que l'idée d'une conférence est due arriver donc de la France, suggérée sans doute, peut-être pas aussi directement par la France, et peut-être est sortie du génie de Kérékou avec l'appui d'Oshore et ensuite, disons, renforcé par les intellectuels comme Robert Dossou. Donc, je pense que si on cherche aujourd'hui qui est le parrain, le pater, lui-même le père de la conférence nationale, je pense que c'est ni plus ni moins le président Kérékou lui-même, entouré donc de ses plus proches comme Pierre Shaw, Tadé Tawema, disons qu'aujourd'hui, et Robert Dossou, dont je rappelle, en juillet, donc avant l'ouverture donc de la session, l'ouverture de la nouvelle législature de l'Assemblée nationale révolutionnaire, était allé voir Kérékou avec le professeur René Aransou. C'était quand il fallait avoir un courage indien, il fallait une telle témérité pour aller rencontrer le président Kérékou. Mais pour qui connaît Kérékou, et Robert Dossou le connaissait, il était l'avocat du gouvernement béninois dans le dossier du 16 janvier 1977. Donc il s'est allé voir Kérékou pour lui dire, mais écoutez, vous menacez, mais c'est pas comme ça fonctionne. Vous savez, lorsqu'un bébé pleure, au lieu de lui donner le biberon, si tu le frappes encore, bon voilà. Donc il y a eu cette allégorie qui, quand ils sont sortis, quand même, ils ont l'audace de nous dire que voilà, nous avons vu Kérékou, on lui a dit, alors que pendant ce temps, le cardinal Gantin venait, il parlait très peu. Vous voyez, c'était un homme de Dieu. Donc c'était la première fois que on a entendu d'aussi clairement des Béninois qui plusieurs vivaient sur le territoire national et sont sortis d'audience avec un tel courage en disant oui, nous avons dit au chef de l'État que ça ne va pas dans le pays et qu'il faille qu'il prenne, des mesures hardies. Il faut qu'il trouve des mesures, il faut qu'il prenne des mesures hardies, il faut qu'il trouve la solution, il faut qu'il prenne des initiatives qui aillent dans le sens de la paix, parce que tel que ça fonctionne, c'est comme lorsqu'un bébé pleure, faudrait pas lui donner, faut pas le frapper, faut lui donner le biberon. Donc, je pense que, vu ainsi, Robert Dossou et René Aransou ont quand même été les artisans d'un déclic dans le système. Il ne faut pas le leurrer. La preuve, Robert Dossou deviendra, quelques mois après, d'abord ministre du plan, donc dans le gouvernement c'était quand même pas pour quelqu'un comme reconnu ancien doyen de la faculté de droit, ancien bâtonnier ou bien bâtonnier à l'époque, je me rappelle plus, mais qui quand même avait le courage de se penser à l'époque. Bon, après il a été très mal payé, comme beaucoup de oui, il a été très mal payé, mais il fallait avoir ce courage et il a eu avec le professeur Aransou. Et donc on peut dire que c'est déjà ça, une grande première initiative pour la conférence nationale, pour le déclic, pour l'ouverture. Après, ce qui s'est passé, c'est que les organes centraux du parti de l'État se sont retrouvés pour offrir l'amnistie à tous les Béninois qui étaient dehors. On leur demandait de rentrer pour bâtir le pays, parce que dans son discours d'installation de la nouvelle Assemblée nationale révolutionnaire, Mathieu Kérékou a parlé d'une nouvelle ère, de renouveau démocratique. C'était quand même ça, en août 1989. Donc, s'il a pu déjà inspirer, je pense que l'action de Robert Dossou, et je dis là, il faut le féliciter, il faut le saluer, il faut l'honorer,
ça a été utile. D'autres ont dû jouer, d'autres ont dû agir. Mais comme ici, notre béninoiserie nous empêche vraiment de reconnaître à chacun son travail, moi, je pense, jeune que je suis, très quand même attentif à ces actualités, et avec les lectures qui ont suivi et autres, je pense, Robert Dessous a joué un très grand rôle. Et je pense que Mathieu Kérékou, qui aimait qu'on lui dise la vérité, qui se voyait le dos au mur, qui était en face d'apparatchiks, qui n'arrivait pas à lui donner les solutions, a trouvé à Robert Dessous une personnalité, parce qu'une passerelle par laquelle il pouvait partir et une passerelle qu'il pourrait emprunter pour trouver la voie de sortie. Mais il faut quand même rappeler que dans le PRPB, il y avait des gens qui ne voulaient pas de la conférence. Oui, le problème n'était pas encore la conférence, le problème était l'ouverture du système. Le problème c'était la porte de sortie qu'il fallait trouver. Donc, les séparatistes du parti, ils pensaient pas que ça devrait changer. Or, la chute du mur de Berlin, le 9 novembre, la débandade dans les pays de l'Est, le procès qui va suivre après l'assassinat de Ceausescu en Roumanie, il y a eu une série d'événements qui ont suivi la perestroïka, justement, où Gorbatchev n'était plus le parrain d'un système de blocs soviétiques ou des gens de gauche. Le régime a été totalement... la guerre froide prenait pratiquement fin. Et les États comme les nôtres, qui étaient en banqueroute, n'avaient pas d'autres... Ils n'avaient plus d'autres que d'aller au programme d'ajustement structurel, c'est-à-dire aller emprunter. Or, pour emprunter, on vous dit non, vous dépensez trop, commencez pas ajuster. Or, ouvrez votre système à la démocratisation. Donc, le régime qui était très hostile à la démocratie pluripartiste, pluraliste, a dû se laisser faire, n'avait pas le choix. À partir du moment où la mise en œuvre du pass l'obligeait à un certain nombre de réformes, le régime, et c'est là il faut saluer Kérékou par ailleurs, son statut, son carrière de caméléon, je pense qu'il a su s'adapter au contexte. Et donc, les Robert Dessous, l'apparition des gens comme Robert Dessous, les Roger Wansou, qui ne sont pas des membres du parti, mais qui ont été à la lisière du système tout le temps. Ce ne sont pas des gens qui étaient, ils n'ont jamais été membres du PRPB, mais ils n'ont jamais été non plus des opposants. C'est des gens un peu de la gauche, qui ont leur position, qui n'ont pas été partie prenante. Mais comme je vous l'ai dit, Robert Dessous était l'avocat du gouvernement. Donc, c'est pour vous dire que il était une sorte de passerelle à Kérékou. Et donc, une fois le gouvernement mis en place et que la situation n'a pas pu se calmer, alors Kérékou a trouvé en lui l'allié idéal pour être celui qui va. Donc, le 6 et 7 décembre, ils ont pris cette décision, donc historique, d'organiser la conférence nationale. Et donc, la conférence nationale doit déboucher sur une série de décisions parmi lesquelles le parti ne dirigera plus l'État. Mais en le disant ce jour-là, ils ont ouvert la brèche. Parce qu'après, vous dites que la conférence, où le parti ne dirigera plus l'État, c'est vrai. Vous avez cassé en même temps le système. Le parti a éclaté ensemble. La preuve, ils étaient à la conférence nationale, mais ils n'avaient plus de voix. Parce qu'eux-mêmes, ils se sentaient déjà perdus. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puisque ça devrait aussi déboucher sur une nouvelle constitution. Exactement. Donc, Robert Dessous, quelques jours après cette réunion, a été nommé président du comité préparatoire, et avec le colonel Pancrase Bratier. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut faire une analyse comparative aujourd'hui? Oui, je pense déjà qu'il faut qu'on comprenne que donc, le 6 et 7 décembre 89, on a amorcé ce qui se passe encore aujourd'hui. Je pense que l'ouverture du système a commencé réellement. S'il y a eu des prémices avant, je pense que le pas décisif, le pas courageux, le pas qu'il fallait faire, le pas des pas, comme je peux le dire, a été fait ce 6 décembre. C'est-à-dire que le régime a eu le courage d'abdiquer. C'est comme vraiment, il a abdiqué, il a réuni ses propres instances en disant, nous ne pouvons plus continuer, la bataille n'est plus jouable, le match n'est plus jouable, en face on n'a plus de munitions, nous devons baisser la garde, et ils ont baissé la garde. Mais en baissant la garde, ça a permis à Kérékou de garder la main, c'est-à-dire que oui, la conférence nationale a été convoquée, sans décret d'ailleurs, on va revenir sur tout ça, sans décret, c'est la décision. Donc après, quand les gens disaient qu'ils vont se transformer en constituante, vous avez un côté Kérékou qui a dit, mais vous ne pouvez pas, puis de toute façon, ce n'est pas sérieux, puisque vous n'êtes convoqué que par décision. Donc vous n'avez aucune légitimité ici. Donc alors,
Si vous faites d'analyse comparative, non. Vous savez, les événements de 89 sont les événements de 89. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que 89 est mal enseigné. Est mal enseigné, même à notre classe politique. Moi, j'en connais, qui se dit en politique, qui connaissent pas l'histoire de 89. Qui ne peut pas vous dire exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et les acteurs de l'époque ne veulent plus beaucoup parler. C'est quand même dommage. C'est beaucoup dommage parce que je pense que s'il y en a qui m'écoutent, c'est l'occasion pour eux de sortir de leur tanière, de venir témoigner, de venir nous dire les aboutissants. On continue de faire. J'en connais, je ne veux pas. Pourtant, c'est le moment de témoigner. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais quand on a traversé les 30 ans, je pense quand même que les faits ont quand même beaucoup donné raison aux dirigeants de l'époque. Et ils ont mal, comme ils ont disparu exactement subrepticement, comme le PPB a subrepticement disparu en 90, c'est le seul parti en Afrique, oui. Le seul parti politique qui a disparu après les conférences nationales. Tous les autres partis uniques sont devenus après les partis dominants. Parce qu'ils avaient des militants, ils avaient une vie de parti. Le PPB n'avait pas de militants, c'était un parti d'élite en réalité. On dirait que c'est un parti populaire, mais c'est un parti d'élite, c'est un parti d'avant-gardiste, c'est vrai. Il y avait les avant-gardistes, mais un parti, c'est quoi? C'est les avant-gardistes du parti, mais aussi le socle qui est constitué de la masse. Or, on activait les masses pour maintenir l'éveil social. Mais on se concentrait très peu sur l'organisation politique. Il faut demander, Barnabé Dassigli, il est encore là. Je pense que c'est intéressant de le voir, le secrétaire permanent du PPB. C'est intéressant de l'écouter, de voir. Il y avait quand même quelques organisations de masse. Les gars n'avaient pas de cas de parti. À la veille de la conférence nationale, le PPB n'avait pas 1500 militants. À la veille de la conférence nationale, le PPB n'avait pas 1500 militants. Je vous le dis. Il n'y en avait pas. Parce que justement, les gars s'occupaient de la gestion. Comme je dis, il y a l'éveil. Oui, vous me parlez des organisations de masse du parti, comme l'OJRB, l'OFRB, l'Organisation des femmes de révolution du Bénin, de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, le comité révolutionnaire des garnisons, le comité de défense de la révolution. Oui, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Voilà les 5 qu'on avait. Oui, ils existaient. Mais il n'y avait pas une politique de recrutement et de gestion de militants. On considérait que tout le monde était membre du parti. Donc, quand la débandade a eu lieu, tout le monde a disparu. Chacun a créé sa sensibilité politique. Et donc, du coup, le PPP a disparu. Or, le PPP jouissait d'une organisation terrible qui aurait dû, le schéma tel qu'il était monté, était un schéma normal, classique de l'époque, pour la vie d'un parti. Et les organisations de masse du parti, les gens qui, dans nos régions, croyaient, ceux-là qui, le 16 janvier 1977, dans leur contrée, dans mon fin fond de village de Kouti, là-bas, à près de 60 km d'ici, par exemple, ont pris les coupes le 16 janvier 1977 pour dire qu'ils veulent aller combattre les militaires, les mercenaires. Qui sont sortis à Cotonou, imaginez, dans un village situé à 60 km à 55-60 km de Cotonou, de la ville, où des gens sortent avec des bâtons, des coups qui veulent aller combattre les mercenaires. Il faut comprendre qu'il y avait une sorte d'élan, d'élan patriotique de l'époque. Donc, mais une fois la conférence terminée, d'abord une fois qu'on a annoncé la conférence, les gars ont disparu de la scène. C'est comme si c'était une débandade. C'est comme si eux-mêmes ne croyaient pas en ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est ça qui est à la base de ce qu'on n'a pas préservé certains acquis de la Révolution? Parce que, c'est exactement ça. Parce que, justement, comme je dis déjà, personne n'arrivait à se revendiquer réellement de la Révolution. C'est quand même dommage. Réellement du PPB. Il est resté seulement, vous savez, on va revenir là-dessus, mais je vous rappelle, lorsque le soir du samedi 24, on a évoqué la souveraineté de la conférence. Et que le dimanche 25 février 90, un texte a été lu. Ils étaient combien dans la salle? Alors que les organisations de masse, le PPB et tous ces démembrements, ils étaient une quarantaine. Mais ils étaient à peine 2 ou 3 à faire la bataille contre la souveraineté. C'était Ogouma et Adolphe Biao et qui ont fait la bataille réellement, qui ont dit non, ce n'est pas normal. Les autres ont disparu. Et quand la souveraineté a été votée,
tous se sont levés pour chanter l'hymne national. Il ne restait qu'une dizaine, je ne sais pas. Donc, des membres sur les 40 du PRPB et ou assimilés se sont levés aussi, parmi ceux qui étaient levés. Donc, vous comprenez que il y avait une sorte de... Il y avait... Les gens faisaient... ils ne croyaient plus en ce qu'ils faisaient. Il y avait un problème de M. Jourdain. Ils n'étaient plus dans leur affaire. Ils existaient sans exister. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient perdus. Voilà. Vous comprenez? Donc, ça fait que en 89, vous savez, les gens, quand Kérékou est descendu le 11 décembre, donc quelques jours après, on va en parler. Oui. Kérékou est descendu au niveau de la place Lénine. Ah, papa, par exemple. La statue de Lénine venait d'être... Quand on dit place Lénine, beaucoup ne se demandent pas, mais pourquoi il n'y a pas Lénine? Mais il y avait la statue de Lénine. Parce que quand même à Bulgarie, il y avait la statue de Lénine qui venait d'être fraîchement amenée. Mais elle a été rapatriée. Manu Militari, parce que les gens ont lapidé. On n'a pas le courage d'installer Lénine. Alors que dans un pays comme on doit laisser les vestiges du passé. La jeunesse, les générations futures ont besoin de savoir. Vous allez dans les grands pays, même vous allez en Allemagne, vous allez à Buchenwald ou à Weimar, vous avez les traces des camps de concentration. Quand même, c'est une histoire difficile du peuple allemand. Vous allez en Israël, vous avez le musée, le nom échappe. Donc, vous avez les vestiges qui permettent parfois de se remémorer, qui permettent parfois de couler des larmes, qui permettent parfois de passer une prière. C'est cela. Mais ici, on a fait disparaître. Si les gens pouvaient faire disparaître la place de l'État rouge, ils l'auraient fait à l'époque. Donc, le régime n'a pas eu le courage de maintenir Lénine. Je pense que les Russes sont venus ramasser. Ils ont remis leur histoire sur le navire et ils l'ont retourné. Donc voilà. Donc, vous comprenez que les gens n'avaient pas le courage de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser? Aujourd'hui, moi, je pense que ceux qui sont au pouvoir ont le courage de ce qu'ils font, de ce qu'ils font au moins. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Et le chef d'État donne la ligne à suivre, l'orientation, et les structures d'accompagnement le font. Et moi, j'apprécie de manière particulière l'adhésion parlementaire. Et je parle de la 7e législature. La 7e législature, ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ne le reconnaîtront pas. Mais la 7e législature existait avant l'arrivée du président Talon. Alors l'adhésion des députés de cette législature, dont beaucoup faisaient partie du camp Bouniaï avant, donc aux idéaux du président Patrice Talon, a été pour beaucoup dans l'évolution des chantiers de réforme du président de la République. Après, la 8e législature n'est que la résultante de l'adhésion de la 7e législature. Les réformes qui ont été rejetées après, alors que les gens les ont votées, il a fallu que la 7e législature ait le courage de le faire. Donc, je pense que, oui, mieux qu'aujourd'hui, mieux aujourd'hui qu'hier, je pense que ce qui se fait aujourd'hui est le fait volontairement. Et comme je l'ai dit, on aura l'occasion de revenir sur le grand débat sur de la conférence nationale au débat politique national. Parce que il faut bien qu'on puisse voir concrètement. Je continue, moi, je fais partie de ceux qui disent la situation conjoncturelle dans laquelle on était en 89 ne peut pas nous. Et les conditions dans lesquelles la conférence a eu lieu, s'est déroulée, où certains se sont accaparés les décisions, je sais de quoi je parle, ne peut pas nous amener à parler de consensus. C'est vrai, on a vaincu la fatalité du moment. Et comme tu veux dire, ça nous a donné l'euphorie et peut-être trop d'émotions pour penser que nous avions déjà vaincu la fatalité totale, la fatalité politique, la fatalité morale, et la fatalité du Dahomey qui aurait été maudit par le roi Béanger. Donc, je pense que non, là, on ne l'avait pas vaincu. Et donc, la suite des événements nous a montré qu'il y avait encore du chemin à faire. Donc, il faut que nous ayons le temps. Moi, j'en appelle à des chroniqueurs, à des témoins de l'histoire. Voilà, donc à des analystes qui ont envie qu'on en débatte, de passer pour qu'on puisse raviver ce pan de l'histoire d'un pays qui mérite d'être raconté, qui mérite d'être analysé et qui mérite d'être mis, refait, disons, réchauffé et réactualisé pour la génération qui n'avait pas connu. Voilà. Merci beaucoup, Agapit Apollon Maforican. Sinon, j'avais le temps est vraiment parti. Sinon, j'avais bien une question. On parlait du PRPB, mais le PCD également n'avait pas participé, n'avait pas
participer, par exemple, à la conférence nationale. Pourquoi? Parti communiste du Dahomey. Le Parti communiste du Dahomey n'était pas connu, n'était pas reconnu. La preuve, je me rappelle toujours cette formule de Pierre Pévé, au moment où ils accordaient l'amnistie, enfin ils demandaient aux gens de... Donc ils disaient que cette mesure est étendue, et ils ont utilisé une expression qui avait fait rire le jeune que je fus. Il a dit, mais les activistes impénitents, membres du prétendu parti dit communiste, vous voyez toute la formulation. Ils n'avaient pas envie de valider. Alors on dit, bon voilà, ça s'est dressé assis. Ils ont cité certaines personnes, ils ont dit, donc les activistes impénitents, membres du prétendu parti dit communiste du Dahomey, ils ne les reconnaissaient pas du tout. Bon, certains se sont refait un nouveau teint, et à la lumière de la convocation de la conférence nationale, ils se sont transformés, ils se sont filés entre les ADP, les AD de quelque chose, donc ils ont créé des sensibilités politiques, ils sont rentrés dans pour être parmi les délégués. Mais le noyau même, le parti communiste du Dahomey, qui est devenu parti communiste du Bénin, ils n'ont pas participé. Ils ont estimé que c'était une belle blague, ils ont estimé que c'était comme d'habitude, que c'était bon, donc ils n'y étaient pas. Ils ont combattu les décisions pendant longtemps. Il a fallu peut-être un peu le tact de Soglo en 92 pour essayer de tenter de les récupérer quand il a mis fin au... entre eux, il y a eu un certain nombre de situations où il y a un petit rapprochement entre le président Soglo et le parti, et le PCB. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais ça a permis au PCB de se représenter, peut-être représenté à la deuxième législature de l'Assemblée nationale. C'était en 1995. En dehors de ça, on les a plus.